E bonsoir. Là. Così vous appellas. Ives Garric, Yves Garric. E ulces noscut. A Colombiès, soi pas breton. E nous podes dire la data, l'utzun e la data? Le 7 de juin 1948. C'est quand Nosqueri, à l'hostal, qui à l'époque, à los rôles des baignants à la vie à l'hostal, toleu esperit, boire et faire un peu l'intéressant, d'après ce que me contèrent. Et beleu que le monde est tel que le devenir, il ne m'agradava pas de ça. Il ne m'agrada tout un pas, d'ailleurs. Tout un est que mes mainaires, il est tourné à partir, de me tourner d'un baignant. Et le médecin et la sage-femme, ça passe aussi que c'est dit en occitan. Bon. Attrapèrent une brave usada per me reviscula. Alors, un peu le moyen de l'époque, un forat d'aigua cauda, mettins peu de dins, un forat d'aigua fresco tirado del pus, mettins peu de l'autre costat, et tout à coup, per un brave moment, dans le même plat que le cotsaire, la sage-femme, notre c'est une salou, elle a dit, bon, elle en abandonna, podem pas mai aquí. Et elle me décidi, non, qu'elle continue. Et on ne sert pas d'espérer un brave que me décidèrent à buter mon bras mal, et que d'un pied, il passe arrêté des bras mal, que le monde comme tout son passe. Et on peut dire que le fait d'avoir été timpat de l'ofarat d'aigua fresco del pus, que savez que la vertat bisco del pus, que ne sorte de desentes tout en uno. Eh bien, m'a beleu baidat le gust de la vertat, et j'espère quoi que beleu que je suis vengut journaliste plus tard. Alors, nous pouvez expliquer un peu votre parcours de vida, votre commis de vida? Oh, mon commis de vida, l'escola primaria de Comroso, amb una mestra que encoratjat mon biais d'escriure et mon gust d'escriure, et je suis plein reconnaissant. Et puis, on est à Grabas de Vilafranca, à l'Osper, que rigolava pas. Puis, au lycée Foch, à Rodez. Et puis, à l'Université de Toulouse, on commençait les études des lettres classiques, des grecs et des latins, tant que ne voles. Et mes traducteurs, il est que encore pas période tout à coup, mais restèrent en mieux de camille, voulait pas, et c'est professeur, que respecte pas tous les professeurs, c'est pas quoi, mais encore pas période. Et on est arrivé à la porte de Saint-Trépresse, je ne sais pas aussi, je m'engage de l'idée. Et me prenguèrent, ou la sats, et me gardèrent, ils demeurèrent d'Etsons. Et c'est qui prenguèrent, ce qu'est la proximité, découvrir les causes al ras de las pacaretas, c'est pas de dire, al ras de la terre. Et que c'est une expérience extraordinaire à Saint-Trépresse. Trouver des mondes qui me comprennent, qui m'ont donné carte blanche en quelque sorte. Et j'ai pu faire des choses absolument prodigieuses à Saint-Trépresse. J'ai suivi toute la lutte de Larzac, c'est et toute la lutte de Larzac, et cette période, une expérience extraordinaire. Le Larzac m'a marqué complètement. Et rencontrer des mondes qui m'ont marqué à travers. Jordi Rouquier, per parler de l'Occitan et de la culture paysanne. Et Rouquier qui m'a fait comprendre que ce qui lui intéressait à l'agriculture et aux agricultures, que les paysans, quand s'en parlait, encore tout son per s'enchauta, pour se foutre d'elles, goupiment rouge, etc. Et Nicolas parla en vérité, comme s'en parlava pas souvent, et que comme on parlait Jordi Rouquier, on se fait chauta quelque quoi. Il n'a pas toujours été compris, Georges Rouquier. Son deuxième film, je parle de Biquefar, a fait un flop monumental, alors que c'était un film prémonitoire. Et m'intéressait souvent à l'agriculture et aux agricultures, c'est mon métier de journaliste. Et après, c'est passé de la presse escrita
a la televisiu ou si c'est pas sempre? Allora, a me mos originos de paisan, pensavi pas qu'un zum podia me fa beire il fenestru, era per io una causa impossible. E me vengueu cerca, tot junt me su vengut cerca. Quand io qu'ai tu stat a la porta de Centrepress, e après me su vengut cerca, tot junt. Me su vengut cerca per anar a Radio France d'abord. On a fait l'expérience de la radio, et c'est une expérience extraordinaire, parce qu'il y a une race de campagne, travaillait sur Beirut et Lot, cada zum faisait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, faisait un montage sur le capot de la voiture, et travaillait des squats per France Inter, comme quoi, et voilà, c'était une expérience extraordinaire. Et puis d'entrer à France 13, à la télévision, enfin, tout son pareil. Voilà. E io mai di da Beirunesi, che erano dei televisivi qui. Del parla del Maurice Andrieu, mais boli paria. Oui, Maurice Andrieu, c'est une amie placard et discutava souvent. Maurice Andrieu me marquait tout à fait. C'est un des hommes qui a marqué mon itinéraire, c'est sûr. Elle m'a fait comprendre l'intérêt de l'Occitan. Et così si fa che l'Occità si è presente alla televisione. A che momento donato cosa si è fatto qua? De fare l'emissione in Occità? Mais le Maurice Andrieu. Maurice Andrieu. Bon, Maurice Andrieu, je vais prendre le français parce que là, je ne m'exprime plus. Là, je me bloque. Voilà. Bon, Maurice Andrieu était à l'origine médecin. Il était médecin anesthésiste et il faisait des études de chirurgien. Il s'est pris de passion pour le théâtre. Il a tout plaqué en médecine alors qu'il avait une carrière extraordinaire qui s'ouvrait devant lui pour se consacrer exclusivement à l'occitan et au théâtre occitan. De fil en aiguille, il a commencé à travailler pour France 3. Il a proposé de créer une émission en occitan, Viure al País. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de temps en temps de travailler pour Maurice Andrieu. Lorsque je partais en reportage, aussi souvent que je pouvais, je doublais mes reportages en occitan par amitié pour lui, et puis pour la cause de l'occitan, tout simplement. Et lorsque j'ai été en poste ici à Rodez pour le Quercy-Rouergue, à une époque où on était une seule équipe pour l'ensemble de l'Aveyron et du Lot, j'avais moi-même créé une rubrique occitane que je ne pensais pas tenir d'ailleurs. J'ai supplié qu'on veuille bien donner un petit créneau occitan. Et lorsque je l'ai obtenu, j'ai demandé avec quels moyens et avec qui. On m'a dit, mais avec personne, c'est toi qui le fais. J'ai dit, quoi? Moi, je vais le faire. Moi, j'étais resté un peu sur ce complexe du locuteur pas très au point de l'occitan. Il y a eu toute une époque où les occitanistes étaient très très durs. Il y avait des ayatollahs de l'occitan. Et si tu dérapais un peu, tu te faisais flinguer. Et moi, je pensais que si je m'exprimais en occitan à la télé, j'allais me faire flinguer, mais vraiment, quoi. Et donc, je ne voulais pas trop. Mais, faute de quelqu'un d'autre, c'est moi qui m'y suis collé. Et je me souviens de mon premier reportage à Espalion, dans une fromagerie d'Espalion. On a créé une émeute. Les gens rentraient, ils ne voulaient plus sortir. Ils voulaient tous participer à l'émission en occitan. Alors bon, moi je faisais avec mes moyens. J'appelais Cantalaus avant d'enregistrer mes commentaires pour qu'il me corrige un petit peu. Et puis voilà, on y est arrivé. Et cette émission avait un grand retentissement. Dont j'ai été un peu victime quand même, parce que beaucoup de gens se sont mis à croire que j'écrivais en occitan. Et non pas que ça m'ennuierait d'écrire en occitan, j'ai été traduit en occitan et j'en suis très heureux, très fier. Mais en termes de marketing, c'était pas très bon pour moi, parce que beaucoup de gens n'achetaient pas mes livres parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en occitan. Alors que j'ai jamais écrit en occitan, j'en suis incapable. Et encore une fois, je le regrette presque, mais je ne me suis jamais donné le temps d'apprendre les quelques règles de syntaxe qui me permettraient d'écrire directement en occitan. Voilà. Et puis Maurice Andrieu a eu des successeurs aveyronnais dans son émission occitane. Vous les connaissez, Benoît Roux, pardon, je ne vais pas me mettre à parler comme un Parisien maintenant. Clément Hallette, qui est ici à Rodez actuellement. Et voilà.
Mais cette émission en occitan, celle que je faisais moi ici pour le Quer-sur-Ergue, elle avait un succès phénoménal. Sapevamo il y avait des camis, des camis. Je me souviens plus. C'est Maurice Andrieux qui avait trouvé le titre. Non. Je me souviens plus. Bon, ben, tu vois, comme quoi. Hein, Allora, per tornare all'Occità, così sei stato in contatto con la lingua dell'Occità? D'un biais, l'Occitan è una lingua mairala, è la lingua che parlavo meus parents, è la prima lingua che io ho usato, che vengono con Esqueri. Mais, à l'époque, il y avait la vergogna dell'Occitan. Et io apprenivo le scuole, savais ce que veut dire. Abbiamo la réputation d'être un rôle che apprenivo le scuole. Alors, raso de mai, de pas me pervertir, mais pervertir l'occitan. Et les scuoles nous interdisaient de parler l'occitan. Je n'ai pas connu l'histoire del témoin, mais je pas recommandé de parler l'occitan. Et quand on est à l'université, je me souviens qu'une soon combinava della carriera come dos drolles plapolides, une de cada costat. Et rencontré, nous n'avions pas begut, ça, que je ne savais pas, mais rencontré, et me mettais à contar en occitan. Au fond de l'opéra, les rôles partirent à l'escorce, comme nous avions vu, ça y parquet, mais nous faisons vergogne, tu nous fais honte. Voilà, il y avait véritablement la vergogne d'occitan, mais qu'elle espéra un bon moment pour comprendre que c'est ma culture, ma langue, parce que l'occitan, ça reste malgré tout ma culture. Je dirais beaucoup plus la ruralité, la culture rurale. C'est profondément ma culture rurale, et au point que j'ai toujours reconnu les miens. Hein. Dans un milieu de travail, les gens qui étaient d'origine rurale comme moi, je les flairais tout de suite. À une certaine façon de voir les choses, à une certaine façon, une certaine loyauté, j'oserais le dire ça. Moi, dans ma culture, on est fidèle à la parole donnée. Ça, c'est ce qui compte le plus. Quand on a dit quelque chose, on le fait. Et si on ne peut pas le faire, on dit pourquoi. Ça, c'était le principe numéro 1 de mon père, de ma mère aussi. Et j'y suis resté toute ma vie et ça m'a souvent servi, quoi. Ce qui invite à ne pas se trahir soi-même. Hein. Quand on s'est dit quelque chose à soi-même, on y reste aussi, quoi. Voilà. Avez là-dessus des parents modernes, non? Des parents modernes, ça y passe, je ne sais pas si je dire, d'une certaine façon, oui. Mon père faisait la vaisselle, coupava des fleurs per portare alla mia madre, las rascondiò dello tomborel che le monde ne le cherche pas, che ne pas per un poète, quand même, qu'il n'y a pas et de la façon de se comporter avec nous, ils étaient modernes aussi, c'est-à-dire ils avaient une certaine compréhension, et puis ils nous parlaient de choses dont on parlait habituellement pas dans la région. Hein. Ma mère m'a parlé de Emma Calvé, m'a parlé de Georges Rouquier, de Faruic, et de plein de choses, au point que plus tard, journaliste, j'ai eu l'impression de concrétiser des mythes que j'avais reçus de ma mère. Hein. J'ai eu l'occasion de travailler sur le sauvage de l'Aveyron, sur plein de choses dont mes parents m'avaient parlé tout le temps. Mon père était un conteur. Mon grand-père était un conteur. Mon grand-père était sabotier. Et il paraît que le soir, je ne l'ai pas connu. Hein. Je n'ai pas connu mes grands-parents. Et pour moi, c'est une énorme lacune. Mais on m'a raconté que mon grand-père, le soir, à la veillée, son atelier était plein de gens qui venaient l'écouter conter. En faisant ses sabots, il racontait. Voilà. Et mon père était un conteur. Alors là, tous mes neveux se souviennent d'avoir mangé leur soupe avec la petite histoire qui allait bien pour finir l'assiette, quoi. Hein. Et c'était un conteur avec une imagination extrêmement fertile en plus, quoi. Hein. Tu avais des souvenirs des contes qu'il contait, des histoires? Oh, mais le roman de Renard à sa façon, sauf que ça se passait à la chapelle d'Orieux-Pérou, par exemple. Quoi, hein. La cloche que sonnait le renard, le loup, c'était celle de la chapelle d'Orieux-Pérou, par exemple. Mais il les avait adaptés à sa façon, oui. Et tout à l'heure, nous avons dit que era la recente, la maître de scuola, que vous aviez vogliat le goût d'écrire. Oui, elle est toujours en vie, Marie-Thérèse Marty, elle est de Nocelles, qui est maintenant en maison de retraite à Marciac, il va falloir que j'aille la voir d'ailleurs.
Alors, toutes mes rédactions finissaient dans son livre d'or. Elle avait un livre d'or, une sorte de livre d'or. Et toutes mes rédactions y avaient droit, et j'en suis très fier. J'en étais très fier à l'époque, et j'en suis toujours aussi maintenant. Et j'aimerais bien retrouver ce livre, d'ailleurs. Il faudra que je demande si je peux y avoir accès, voir un petit peu comment je... parce qu'en fait, oui, tellement de choses à dire. Je pense que je suis devenu journaliste aussi un peu par erreur. Avec l'illusion que faire du journalisme, c'était écrire. Et on m'a rapidement expliqué que c'était tout sauf ça, mais je n'ai pas écouté. Je pense que mes reportages étaient toujours très écrits, et je crois que le public était sensible. On m'en parle encore. Hein. Je faisais un très gros effort d'écriture, y compris à la télé. Hein. Vous savez que la télé, ça fonctionne sur des clichés. Hein. Il y a des mots à la mode. À l'heure actuelle, c'est compliqué. Hein. Vous verrez le nombre de fois où les journalistes emploient le mot compliqué. C'est compliqué de gagner le Tour de France, c'est compliqué d'évacuer les troupes américaines d'Afghanistan, c'est compliqué pour Marine Le Pen de lutter contre Zemmour. Hein. Je ne prends pas un bon exemple. Il y a des mots à la mode. Et dans les écoles de journalisme, on formate les gens d'une manière absolument, y compris dans la forme. Hein, il y a très peu de journalistes qui écrivent aujourd'hui, mis à part dans les grands magazines, mais en général, il y en a même très peu qui connaissent l'orthographe. Bon, enfin, voilà. E mi potete dire un po' lo sujet delle vostre peces de teatre, erano tutte una ruralità, ma il y a des Fermentrop, des causes comme quoi, qui sont quand même des... Alors j'ai entendu tout à l'heure Jeannine Boudou dire que Jean Boudou n'était pas un écrivain régionaliste. Alors je ne vais pas me comparer ou pas me comparer à Boudou, de toute manière, ça n'a pas de sens. Hein. Je suis un écrivain ou je ne suis pas un. Mais si je suis un écrivain, je ne suis pas un écrivain régionaliste. Ça veut dire que je suis enraciné, oui, effectivement. J'ai reçu de bonne heure 2 conseils qui m'ont profondément marqué. L'un de Robin Cook, l'auteur de romans policiers, qui m'a dit « Tu ne peux parler que de ce que tu connais ». Et à quoi je lui avais dit « Mais Robin, quand je vois ce que tu écris, qu'est-ce que tu as connu ?» Et l'autre conseil, c'est celui que m'a donné Georges Rouquier, d'abord d'une part de m'intéresser à l'agriculture et aux paysans, et ensuite de ne pas suivre les modes. Et je me suis rigoureusement tenu à cette règle, de ne pas suivre des modes et ne parler que de ce que je connais. Donc, dans ce que j'écris, le décor, il est souvent aveyronais, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et mes personnages, ils ont souvent une dégaine d'Aveyronais ou une psychologie d'Aveyronais. Mais les thématiques que je traite, elles sont, je pense, universelles. Je pense que quand j'écris une Fermentro qui a été créée par Bernard Coipet en 1987, je dénonce vigoureusement le productivisme agricole et l'agriculture industrielle, à une époque où c'était pas trop dans l'air du temps. D'ailleurs, avec Coipet, on a tremblé, on s'est dit, mais on va se faire écharper, c'est pas possible, quoi. Moi, j'étais pas à la première. Coipet m'a téléphoné pour me dire que ça s'était pas trop mal passé. J'étais à la seconde, sous la halle aux foires de Nocelles, il y avait 600-700 personnes. Et à la fin, les gens applaudissaient à tout rompre. Moi, j'étais ébahi, en disant, ils ne nous jettent pas des tomates. Et en plus... moi, je ne voyais plus l'intérêt de ma pièce. Il y a un décalage entre ce qui se passe sur scène et ce que l'auteur a écrit qui fait que c'est souvent comme ça pour un auteur dramatique. Donc une Fermentro, et beaucoup de gens l'ont dit et écrit, je pense, c'était quand même assez prémonitoire, au point que cette pièce est jouée encore aujourd'hui. Ça fait quoi, 30 ans, 40 ans après, 30 ans après, et que les gens trouvent qu'elle est toujours d'avant-garde, 30 ans après. Bon. Donc je ne pense pas que ce soit un travail d'écrivain régionaliste. J'ai été un des premiers à dénoncer les OGM, y compris au théâtre, dans mon travail de journaliste, mais y compris au théâtre. Je pense que j'étais un des premiers à parler de changement climatique, vraiment. Pourquoi? Pas parce que je suis génial, pas parce que je suis prophète, simplement parce que j'ai le sens quand même de l'écoute. Et que, pour ce qui est du changement climatique, je fréquentais beaucoup de scientifiques des sciences de la Terre. C'était un peu le domaine dans lequel je m'étais reconverti à Toulouse. Et que ces gens-là m'expliquaient qu'il y avait du souci à se faire. Voilà. Au point que lorsque ma pièce qui s'appelait sur le changement climatique, comment elle s'appelait cette pièce? À la Palme du Vin. Voilà, je prenais l'exemple d'un vignoble de Marcillac où on était obligé
changer de culture pour faire du vin, parce que la vigne, Et ben, les gens m'ont dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Le climat va changer, le temps va changer? Il y a 20 ans de ça. Et oui, j'ai expliqué, oui, le temps risque de changer, quoi, voilà. Alors tout ça, c'était pour dire que, mais j'en tire aucune vanité, mais je revendique très fort de ne pas être un écrivain régionaliste. Je ne veux pas être un écrivain régionaliste. Le mot région ne me fait pas peur, c'est noble une région. Mais si un écrivain régionaliste est un écrivain qui est enfermé dans sa petite sphère et qui ne peut parler que de folklore, il y a des écrivains qui font que ça. Bon, mais moi, je pense qu'un écrivain, c'est avant tout quelqu'un qui doit être de son temps et qui est là pour, pas pour jouer les prophètes, mais presque, pour tirer la sonnette d'alarme en tout cas. De même que je revendique d'être un journaliste engagé. Je pense que l'état du monde est tel que ne pas s'engager, c'est être hautement coupable. Mais quand je dis s'engager, ça ne veut pas dire être malhonnête, ça ne veut pas dire nier les faits, ça veut dire être fidèle aux faits, travailler vraiment sur les faits, mais en prenant parti et en disant certaines choses. Voilà. C'est pas comme ça qu'on devient chef, mais comme j'ai jamais voulu être chef, c'est pas grave, quoi. Et nous pouvons parler del rencontri amb Gilbert Espinasse de Ruel? Ah, Gilbert Espinasse. Un journaliste, ça rencontre plein de gens quelquefois très importants. J'ai rencontré des présidents de la République, j'ai rencontré des scientifiques du plus haut niveau, j'ai rencontré tout ce que le show business de mon époque pouvait compter de têtes d'affiche, y compris Brassens. Ces gens-là m'ont souvent marqué. Ma rencontre avec Brassens, je l'ai encore dans la tête. Je me souviens d'une interview de Simone Signoret qui m'émeut aux larmes. Mais parmi les gens qui m'ont vraiment, vraiment profondément marqué, il y a Gilbert Espinasse, ce modeste agriculteur de Sévignac, un petit hameau de Druel. Parce que ce type est d'une vérité, d'une authenticité et d'un courage que j'ai rarement rencontré. Il s'est lancé dans l'agriculture biologique à une époque où il n'y en avait pas 5 en Aveyron, il n'y en avait pas 50 en France. Il a dû tout inventer, il s'est reconverti, il a fait un plongeon comme ça, dans l'inconnu. Tout ça en subissant les ricanements du voisinage. Il a tenu bon, grâce à son humour avant tout. Quand Gilbert était agressé, il avait toujours la réplique qui mouchait son interlocuteur et mettait fin à toute discussion agressive. Voilà, mais Gilbert, moi il me disait, je me souviens de cette phrase qu'il m'avait dite, il faisait du lait de brebis, qui partait dans le tank, dans le tank du ramassage scolaire, du ramassage du laitier, du camion-citerne le matin. C'était du lait bio, et il partait mélangé à l'autre, et ne lui était pas payé un centime de plus. Et Gilbert me disait, au moins, je ne participe pas à empoisonner les gens. Un type qui est capable de dire ça, moi je dis, c'est un héros, quoi, tout simplement. Voilà, alors Gilbert est un très grand ami, c'est resté, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'ai encore vu il y a peu de temps. Voilà. Ah oui, de che pensate dell'evoluzione della lingua occitana? E sei pas une spécialiste, crentipla che vengo come le grec et le loti. Perio, pour moi, c'est un crève-cœur. Parce que pour moi, la langue elle est porteuse d'une culture avant tout. Et je suis immensément ému quand j'entends des locuteurs qui parlent l'occitan, celui que j'entendais quand j'étais enfant. Aujourd'hui, ça m'émeut aux larmes, mais je suis presque à la recherche de ce genre de choses, que je trouve de moins en moins. Et malheureusement, on n'a pas fait grand-chose pour la sauver, cette langue. Les Occitans ont été quelquefois très maladroits. Je sais à quoi je m'expose en disant ça, parce que j'ai expérimenté le sectarisme et le côté vindicatif des Occitans, quelquefois. Par exemple, en mai 68, il ne fallait pas dire le patois. Si tu disais le patois, moi je crois qu'il aurait mieux valu laisser les gens dire le patois et les inciter à le parler, peu importe. Voilà. Mais il y a eu comme ça, je vous ai expliqué tout à l'heure comment j'avais longtemps hésité à me lancer moi-même dans des émissions occitanes à la télé, par crainte justement de ces...
Non, mais il ne faut pas mettre... je ne veux pas tout mettre sur le dos des Occitans, hein, bien sûr. Il y a eu quand même des choix culturels au plus haut niveau qui ont fait que on a tué l'Occitan. Et pour moi, c'est éminemment dommage. Alors, je ne sais pas, mais moi, je dis pour l'instant, faisons-nous plaisir. Moi, je me fais plaisir en écoutant des locuteurs parler l'Occitan. Et je trouve que vous faites un très bon travail avec ce que vous faites. Malheureusement, voilà, je ne sais pas à quoi ça mènera. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. PRMB. PRMB. Merci.